Hello, everybody. My name is Mrabbi Rabbu Shaybatan. I'm very pleased to introduce today an unprecedented webinar on the question of the Sahara. And the main question here that will be debated by our guests is autonomy consistent with the right to self-determination? And we're going to speak here about the case of the Sahara. This webinar is organized by the APECT, which is the African Institute for Peace Building and Conflict Transformation. This is a very important subject when it comes to the question whether autonomy is indeed a solution or is indeed an exercise of self-determination. We would like to understand this with our guests. The first guest we have is Mr. Mohamed Ahmed Gain, who is the president of the African Institute for Peace Building and Conflict Transformation, and he will be speaking in English. I have also Mr. Nikaki Legeros, who is a university professor and a geostrategy expert, who will be speaking to us in French. Bienvenue. And last one will be Mrs. Clara Riveros. And Clara Riveros is a political analyst and the president of the Kaplatam think tank. And she will be speaking in Spanish. She already presented her excuses not to be with us on the live stream, but she will be recording her intervention. So in regards to this question, and before giving the floor to Mr. Mohamed Ahmed Gain, we know, Mr. Mohamed Ahmed, that many Security Council resolutions have spoken of the Moroccan initiative, and I will quote here, including actually the last resolution, the 2548, 3-4 days ago. But I will quote what has been said. The Security Council says, we consider the Moroccan autonomy plan as serious, credible, and realistic, and it represents a potential approach to meet the aspirations. Starting from here, I give you the floor to give us more details and to shed more light on this question. You have the floor, Mr. Mohamed Ahmed. Thank you, dear Shaybata. I'd like first to welcome all our guest speakers to this webinar. And as you see, we are taking the initiative to organize this webinar as an attempt to question the right to self-determination and look at its applications, and of course, see how can the autonomy plan proposed by Morocco stands as one of a form of ensuring the right to self-determination. Autonomy, as you know, is a practice already rooted in international law. But let's first agree upon the fact that there is an indeterminate nature of the right to self-determination. We don't find any of the UN resolutions. If we look at the bulky UN literature, there is no single UN resolution that provides clear guidance on the precise method by which a certain choice of a political status is to be made known. And also, there is no reference from the huge international law arsenal that provides for particular application of the right to self-determination. And here we consider the fact that international legal bodies, including the International Court of Justice, they have never taken a position on whether a referendum was legally required as opposed to other possible methods of implementation of the right to self-determination. With all that in mind, we still see the Polisario and Algeria who seem to really deal in a selective manner with the United Nations General Assembly resolutions. And as you know,
the individual General Assembly resolutions and even the advisory opinions of the International Court of Justice are not binding, but they rather have a recommendatory nature. With this cherry picking made by the Polisario and Algeria, I think it is in fact, the cherry picking is in fact intended to disseminate what I would call an erroneous interpretation of the right to self-determination principle by wrongfully linking it to an exclusive sole referendum mechanism, which is not true at all. The use, for instance, I mean, Polisario are using, for instance, some chapters from some resolutions, and they deliberately ignore others. They also try to exclude other very important prevailing principles in international law. So, as I said, this cherry picking seems to blur the reality regarding the Moroccan Sahara regional dispute. In this regard, I would like to shed light on a few very important but enlightening conclusions made by outstanding experts in international law. I start by the Judge Dillard, who made his separate opinion on the Moroccan Sahara. Judge Dillard concluded that from his examination of the relevant General Assembly resolutions, he states, I begin the quote, self-determination is not satisfied by a particular consequence of its application or a particular method of exercising it, which means that the principle, the right to self-determination principle, is not to be satisfied through independence, nor by seeking that independence through a referendum. So Dillard here found no basis in the resolutions or in the legal aspects of the right to self-determination itself that established a per se requirement of a referendum. The second reference is Judge Nagendra Singh, who agreed that there may be exceptional circumstances where a direct consultation of the people is not necessary. And here is the moment when the international law provided some room for alternative means of exercising self-determination rights. Among these alternative means is a negotiated political settlement. Many of the researchers in conflict studies have identified up to 78 sovereignty conflicts since the World War II. These researchers have found that a large proportion of these 78 sovereignty conflicts, they have achieved a solution through a settlement agreement. And this is what we are in fact witnessing with the UN-led political process regarding the Moroccan Sahara. But the crux of the matter here is who participates in the UN political process. From the side of Morocco, we see freely and fairly elected representatives. But from the side of the Polisario, we see the same faces for more than 45 years, same faces of a leadership circle that has never been elected or chosen freely by Sahrawis, which implies the absence of the free will of the inhabitants, for example, the inhabitants of the camps to choose who speaks for them. Here I do believe that the negotiated settlement process led by the UN provides a means to demonstrate a free will, but only for the case of Morocco, because we see the local population of the Sahara provinces is freely choosing who represents them in negotiating the political settlement. Another very, very important element I want to bring to limelight here is that there is a primacy of the territorial integrity principle over the right to self-determination, and this is one of the
international law principles that the Polisario and Algeria seem to turn their backs to. The importance of the principle of territorial integrity is laid out in many legal texts, including Article 2 of the United Nations Charter. And even the resolution, the General Assembly Resolution 1514 stipulates that, beginning of the quote, any attempt to partially or totally destroy the national unity and territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations. We go further with this and look at the Supreme Court of Canada, who addressed the right of internal self-determination under international law in relation to the secessionist elements in Canada's French-speaking province of Quebec. The Supreme Court of Canada ruled that the right to self-determination can be, beginning of the quote, it can be exercised within the framework of existing sovereign states and consistently with the maintenance of the territorial integrity of those states. There is another also important reference here, which is the report of a special rapporteur issued by the United Nations Economic and Social Council in 1980. The special rapporteur states that the acceptance in relevant UN resolutions of the principles of national unity and the territorial integrity of the state implies non-recognition of the right of secession. According to this, and under always international law, there is no unilateral right to secession per se. And this makes the self-proclaimed RAST as a non-event from international law point of view. We may then protect the principle of territorial integrity without jeopardizing the local population's enjoyment of their rights to be, or to the pursuit of their political, economic, social, and cultural development within the framework of Morocco. And here we speak of an internal right to self-determination. And in practical terms, we are ensuring the Sahrawis enjoyment of the right to effective political participation, including the right to vote, petition the government, and also hold and run for office, which is the case in the Moroccan Sahara. This includes the right to assert some degree of autonomy over the local affairs without giving the right to secede. And this is what Morocco's autonomy proposal is about. But before I go into the autonomy plan proposed by Morocco, let's give a definition to territorial autonomy. Territorial autonomy is some kind of power sharing arrangement whereby a state delegates the management of local affairs to local and regional institutions while preserving its territorial integrity and national unity. It is also a third path between integration into a state and independence, some way of respecting the cultural specificities of a given population within the borders and under the sovereignty of a state. The question here, this autonomy, territorial autonomy, has it been considered before as a plausible solution for territorial conflicts in the world? The simple answer is yes. Several territorial disputes have been settled by means of territorial autonomy arrangements, notably, for example, between Finland and Sweden in the case of Åland Islands, and of course in the case of Aceh Island in Indonesia, and of course the case of Darfur in Sudan. So autonomy is in fact a modern expression of the right to self-determination because it makes it really possible to reconcile respect for the higher standard of the territorial integrity of states within always
which I mentioned earlier, the essentially indeterminate nature of the right to self-determination. Now, what Morocco's proposal brings as a solution. The Kingdom of Morocco presented in 2006 its initiative for the negotiation of an autonomy plan for the Moroccan Sahara region. This was in response, of course, to the many calls from the Security Council to the parties to the regional dispute to work towards achieving a mutually acceptable political solution. So Morocco's initiative provides for the establishment of executive, legislative, as well as judicial institutions with exclusive powers to enable the local population to democratically manage their local affairs. The autonomous region of the Sahara will also be provided with the financial resources necessary for its development in all areas. With all that, taken into account, we see that up to the last resolution a few days ago, the Security Council has enshrined the preeminence of the Moroccan Autonomy Initiative, as Mr. Sheibata evoked earlier, by qualifying this initiative in the 17 resolutions adopted by the Security Council since 2007, labeling it or qualifying it as serious, realistic, and credible. The autonomy plan, I do believe, is a promising project that aligns itself with the principles enshrined in the United Nations Charter. It promotes the inhabitants' well-being by helping them to advance their local social, economic, educational, and political development, by assisting them in the progressive development of their free political institutions. And we see now the presidents of the regional councils of both Laayoune and Dakhla participating actively in the roundtables led by the United Nations. So these are the answers that the autonomy plan provides. Again, with reference to the International Court of Justice, I think there is an important statement that we should consider. The International Court of Justice states clearly that, beginning with the quote, the cumulative impact of many resolutions when similar in content, and here with this quote, we should have in mind the 17 UN Security Council resolutions. Again, the cumulative impact of many resolutions when similar in content, voted for by overwhelming majorities, and frequently repeated over a period of time, give rise to a general opinion juris, and thus constitutes a norm of customary international law, end of quote. And this is what is happening now in the Security Council. The Security Council calls on the parties to work to reach a realistic, pragmatic, lasting political solution based on compromise in resolutions that have been voted for by the overwhelming majority of the Security Council. So all these parameters, that is pragmatism, realism, durability, and compromise, are all reflected and they do refer to the Moroccan Initiative for Autonomy. The autonomy plan, again, gains its legitimacy and its legal authority from the cumulative impact made by the successive UN Security Council resolutions. And here we are talking about binding resolutions of the Security Council, not recommendatory ones by the General Assembly. So the autonomy proposal derives its legal authority, as I said earlier, from different references. It derives this legal authority also from the legitimacy of Morocco's sovereign rights, recognized and endorsed in bilateral relations under the Vienna Convention on Consular Relations.
I want here to invoke the Supreme Court of Canada in the reference on session of Quebec again. The court noted, beginning of the quote, an act may eventually acquire legal status if, as a matter of empirical fact, it is recognized on the international plane. Now, the opening, taking this quote into consideration, this opening of more than 15 consulates of African and Arab states in Laayoune and Dakhla reinforces and recognizes the legality of Morocco's sovereignty. Another argument, the EU-Morocco Accords concluded in early 2019 are also another international recognition of Morocco's legitimate rights. And this is, of course, there are many reasons for this. First, the EU Court of Justice has pronounced clearly that the Polisario has no standing to contest the EU Commission's agreements of Morocco, including the Sahara provinces. Second, because the EU Parliament has voted with overwhelming majority for the renewal of agreements based on consultations with the local population and their elected bodies, the legitimate rights of Morocco are now gaining more and more recognition and more legal authority. So the free will of the Sahrawi local population is ensured through elections that give birth to legitimate elected bodies, which is a genuine source of legitimacy for Morocco's position. Now, if Morocco, as a conclusion, if Morocco has introduced the credible, realistic, and serious autonomy plan according to the United Nations Security Council, we still see that there is nothing that, for me, nothing justifies this clinging of Algeria and the Polisario to the self-determination principle through a referendum, which is something that is totally absent in all the United Security Councils, and it does not exist already. In all the international law conventions. We unfortunately still see a UN process impeded by Algeria's unwillingness to consider the Security Council calls for pragmatism and realism, which are reflected through the autonomy plan as a real form of ensuring the right to self-determination. Thank you. Thank you very much, Mr. Mohammed Ahmed, for your detailed statement that we mainly understand that the referendum is not the only mechanism to get to a self-determination. And you've brought many examples for that, summing up the cases of 78 cases around the world, and the majority of these cases have been settled through arranged solution and not necessarily through a referendum or any other mechanism. So before giving the floor to Mr. Nikaki Legueros, I think that in the Sahara, and I hope that Mr. Legueros doesn't understand what we're saying, otherwise we can also translate a bit into French, no worries. It's okay, it's okay. Thank you. So the United Nations, it's not only that says we are not going to organize a referendum in the Sahara. The opposite, the United Nations have sent, and for over 7 years, a mission with one goal and one objective, which is to organize effectively the referendum. But it failed. It failed because there is a huge difficulty in recognizing who is going to vote, who is the Sahrawi who is going to vote, who is concerned with this issue. So we are in front of a case that, practically speaking, the United Nations couldn't organize a referendum. Morocco was okay with the referendum, but it's very hard and difficult to know who is going to vote. Starting from this point, I give you the floor, Mr. Legueros, and we are all ears to hear your statement. Thank you.
Thank you so much. Je vais partager l'écran comme on l'a fait tout à l'heure. Je pense que ça va marcher. Je pense que c'est visible. Sinon, Mohamed me dira qu'il y a un problème. Alors, tout d'abord, vous remercier pour l'invitation, d'accord, parce que c'est quand même important que le Centre africain de consolidation de la paix et la transformation des conflits prennent cette initiative. Et puis, vous savez, nous, on est en période de confinement, alors le fait qu'on puisse faire ce genre de choses, c'est vraiment formidable. L'autre point, c'est que je voudrais argumenter dans le sens de Mohamed de tout ce qu'il a dit. Alors, peut-être d'un point de vue différent, mais toujours dans le même sens. Alors, la problématique initiale, c'est bien sûr la résolution. Alors, on a la résolution 1514. Alors, il y a déjà une problématique, c'est est-ce qu'il faut la regarder en elle-même? Est-ce qu'il faut la regarder seule? Est-ce qu'il faut la regarder dans un contexte plus global? Alors, on considère en fait qu'il vaut mieux lui associer deux autres résolutions, d'ailleurs l'une est de la même année, pour comprendre le cadre général. Donc, c'est pareil, 1960, donc c'est la 15e regroupement. On a la résolution, et j'en ferai pas plus, de 1625, qui a eu lieu 10 ans après, donc 1970, à la 25e séance. Alors, la première problématique, c'est est-ce qu'on peut prendre ça tout seul? La réponse est non, parce qu'en fait, ici, on a la notion de droit, mais en fait, il est codifié par les autres. Donc ici, on a le code. Alors, coder de cette façon le droit qui est ici nous permet en fait d'avoir un tronc commun. Alors, ce tronc commun est fondamental parce qu'en réalité, il va constituer, on pourrait dire, un mix stratégique. Donc, j'emploierai volontiers du vocabulaire de la stratégie pour renforcer ce processus. Ici, au départ, il faut bien comprendre qu'on a un droit qui est positif, c'est-à-dire en fait qui peut évoluer par la nature des choses. Donc, il lui est permis d'évoluer. Donc, on a une évolution, ce n'est pas quelque chose de figé. De toute façon, les Nations unies n'ont que la charte des Nations unies qui n'évolue pas depuis 1948 pour des raisons évidentes. Le reste, à partir du moment où c'est un droit qui se construit, il faut bien comprendre qu'il faut le voir dans un cadre évolutif. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir le problème de l'intégrité territoriale du pays. Alors, si on le voit comme ça, on pourrait se dire, est-ce que ça, c'est un droit qui doit être contrecarré ou pas dans le cadre d'un processus d'indépendance, d'autonomie, quoi que ce soit? En fait, non, parce que cette intégrité territoriale représente en fin de compte un droit fondamental qui est un droit, on pourrait dire, plus profond, qui ne peut pas remettre en cause par d'autres droits qui pourraient venir s'asseoir sur lui. Alors ça, on le voit très bien, puisqu'on a des points de vue par rapport, je me refais un ajout par rapport au principe 4. Alors je rappelle que le principe 4 parle d'une obligation. Alors c'est une obligation à première vue de communiquer, mais quoi? Et là, ça va être fondamental. Donc on parle de renseignement, qui concerne quoi? Eh bien, un territoire. Alors attention, parce que là, il va y avoir des critères et on va se demander si ces critères, on peut les utiliser ou pas. Le territoire, en fait, il faut qu'il soit séparé. D'accord? Séparé du point de vue géographique. Alors, séparé de qui? Évidemment, du pays qui est administrant. Et dans ce cadre-là, on peut dire aussi qu'il faut que ce soit, enfin, un pays qui soit quoi? Du point de vue
ethnique et du point de vue culturel distincts. Alors, donc, en fait, on pourrait se poser la question suivante maintenant. Si, dans le principe 4, il y a cette obligation, parce que des fois c'est mentionné, et justement de façon très étrange, de manière biaisée, en fait, il faut se rendre compte, premièrement, c'est que le Sahara, est-ce qu'il est séparé du Maroc? Non. Donc, on a un critère qui ne convient pas déjà puisqu'on n'a pas de séparation. Ce symbole, c'est la négation. On n'a pas de séparation. Ensuite, est-ce qu'on peut dire que le Sahara est ethniquement et culturellement distinct? Eh bien non. C'est encore pareil, il n'y a en réalité pas de distinction. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait, on a un problème d'implication. Alors, vous savez qu'au niveau mathématique, dans le cadre de la logique, je pense que ça fera plaisir à Mohamed, si on a une proposition P qui entraîne Q, il faut que la proposition P soit vraie, que la proposition Q soit vraie, pour que l'implication soit vraie. Alors, là, on a un problème. Quel est le problème? Eh bien, par exemple, l'Algérie essaie d'utiliser ce type d'argument, elle commet une erreur d'ordre logique, c'est que si la proposition P est fausse, c'est-à-dire que si on n'a pas les mêmes critères, on peut très bien avoir une implication fausse ou une implication vraie. Dans les deux cas, c'est une application qui est juste, mais en réalité, c'est parce qu'en fait, les critères sont faux. Donc, si les critères ne s'appliquent pas, donc je résume, d'accord, la non-application des critères, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on peut tout prouver. Donc, en revenant au niveau du Sahara, il faut à tout prix insister sur le fait que le Sahara est clairement la continuation du Maroc. Alors, là, on a un autre problème qui est du point de vue maintenant stratégique. Il y a toujours un effort qui est fait par certains de créer une confusion entre un processus de décolonisation et un processus de réappropriation d'une intégrité territoriale. Alors, prenons l'exemple. La colonisation, en fait, c'est un pays qui va dans un autre pays et qui considère que cet autre pays, finalement, lui appartient. Donc ça serait un processus de colonisation. Et si on voulait faire le contraire, on aurait un processus de décolonisation. Ça a l'air d'être clair. Pourtant, même si c'est clair, donc je vais mettre un peu de couleur. Je vais prendre une couleur plus saharienne. La réalité est différente. La réalité est différente. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le Maroc actuel, eh bien, en fait, c'est une succession de différents Marocs qui, finalement, le Maroc a retrouvé son intégrité territoriale. Donc, en fait, on pourrait voir le processus à l'envers. On a le Maroc. Il a subi des invasions, des colonisations, peu importe. Il s'est retrouvé dans un cadre beaucoup plus restreint. Et donc maintenant, on a par exemple l'Algérie qui commence à dire « Ah, mais c'est comme si le Maroc s'étendait ». Non, le Maroc ne s'étend pas. Le Maroc retrouve sa nature. Alors sa nature au niveau de l'État, parce que c'est quand même un État-nation, eh bien, elle est sans arrêt en train de se compléter. Donc en fait, on a une complétion. C'est-à-dire que petit à petit, le Maroc retrouve son intégrité territoriale. Et en fait, si on regarde maintenant ce processus, il est normal que le Maroc
en évoluant et en retrouvant ces zones, eh bien, d'abord, il n'est pas dans un cadre de séparation, il n'est pas dans un cadre de distinction, parce que tout simplement, on est dans un cadre de continuation. On a donc une continuité on pourrait dire sur le plan ethnique, sur le plan culturel, bien sûr, et on n'a pas de séparation donc sur le plan territorial. Alors, si on a le caractère ethnique, le caractère culturel, le caractère territorial, eh bien c'est exactement la définition d'un État-nation. Alors, comme là, par exemple, on est en France, c'est comme si quelqu'un disait, puisque Mohamed a pris des exemples avec le Canada, je trouve que c'est bien aussi de le prendre avec la France. Imaginons par exemple que l'Allemagne nazie occupe la moitié de la France retrouve ses frontières et d'un seul coup, l'Allemagne nazie décide de dire « Ah ben non, ils sont en train de s'étendre. » Ça paraît très évident à tout le monde qu'on a une continuité ethnique, on a une continuité culturelle et évidemment, on a une continuité territoriale. Donc en fait, on peut dire clairement quoi? D'abord que si on se cadre dans ce processus, il faut bien comprendre que l'autodétermination est un droit qui ne peut pas supplanter l'intégrité. Alors ça, c'est un principe fondamental. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on a un droit plus profond en termes d'intégrité, mais il s'agit de dire qu'il a une priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on permettait, par exemple, et ça a été très clairement dit par les Nations Unies, l'autodétermination qui ne respecterait pas l'intégrité pourrait conduire à ce qu'on appelle un phénomène de balkanisation. Donc, on aurait des entités qui seraient complètement séparées, qui n'auraient pas de nature à vivre en elles-mêmes, et donc, dans ce cadre-là, on aura un problème. C'est pour ça que les Nations Unies donnent une priorité à l'intégrité. Alors, l'intégrité, évidemment, dans le sens de l'intégrité territoriale du pays. Donc, on a un pays, clairement, donc en l'occurrence le Maroc, il a son intégrité, il a sa continuité, il n'y a pas de séparabilité. C'est un pays qui est connexe. Alors, je trouve qu'on n'insiste pas assez, je le dis surtout à mon ami Mohamed, la connexité est très importante. Pourquoi? Parce que certains pays, par exemple, ne sont pas connexes. Alors, c'est toujours un problème de dire est-ce qu'ils sont rattachables ou pas. Là, en fait, on a une connexité. Donc, attention, je parle bien de connexité et pas de frontières communes. La connexité, c'est quelque chose qui est plus profond. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système de séparation. Donc, en fait, ensuite, quand on a des propositions, et c'est assez intéressant parce que quand il y a les propositions, Mohamed l'a très bien dit, tout ne va pas dans un sens. Il y a plusieurs propositions possibles. Alors, on parle souvent, par exemple, de la notion d'indépendance. Donc, certains voudraient nous faire croire que, par exemple, le principe d'autodétermination implique nécessairement l'indépendance. C'est faux. Il peut avoir un cas d'indépendance, mais pas forcément. Donc, dans ce cadre-là, si on est avec une indépendance, on peut aussi avoir un principe d'association. Donc, c'est tellement clairement dit. Donc, on a 4 solutions. On a aussi, évidemment, un processus d'intégration. Alors, c'est assez important parce que dans le cadre mondial, les Nations Unies ont tous les cas. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'il faut avoir aussi dans ce cadre-là tout processus politique librement décidé. Alors, pourquoi ça c'est important? Ça veut dire en fait qu'on a un point de départ, on a plusieurs possibilités, et là on peut se rendre compte que dans le cadre de ces plusieurs possibilités, eh bien, le principe et l'initiative marocaine, elle est complètement
cohérente. Donc, on a un problème de cohérence, on est bien. Alors, je sais bien que d'habitude, en fait, on parle de crédibilité, mais moi, je veux le dire aussi du point de vue stratégique. On a une cohérence, on a une consistance. Alors là, je retrouve, en fait, si vous voulez, du point de vue, là, c'est plutôt de la stratégie, là, c'est plutôt de la diplomatie. Alors, la diplomatie, ce serait plutôt de dire, c'est une solution qui est crédible, oui, c'est une solution qui est pragmatique, donc qui a du sens. Mais en fait, il faut bien se rendre compte, si elle est crédible et si elle a du sens, c'est parce qu'elle est cohérente et consistante. Elle n'est pas crédible parce que c'est simplement un problème d'interprétation, c'est un problème de fondement. Donc, on parle de fondement. Alors, je reviens au problème de l'interprétation. Je reviens ici. L'interprétation. Alors, ça a été très bien expliqué par Mohamed, mais enfin, j'insiste quand même, et puis comme ça sera dit aussi en français. L'idée est la suivante. On a un fait qui peut être interprété par différentes personnes, d'accord. Mais là, quand on parle de fondement, on n'a pas d'interprétation, on a la nature. Donc, en fait, là, on a la nature de l'objet. Donc, par exemple, si on a un livre, on ne dit pas le livre, il est bien ou il n'est pas bien, on s'en fiche, c'est un livre. Là, en fait, on a un État-nation. Alors, pourquoi c'est drôle? Parce que quand on a une interprétation qui est fallacieuse par un État qui n'est pas nation, ça, c'est encore plus fort quand même, hein, parce qu'en fait, on a un État qui n'est pas nation, qui n'est pas un État-nation, qui accuse un État qui est un État-nation de ne pas avoir de continuité territoriale, culturelle et ethnique. Donc là, on pourrait se poser la question, c'est un État qui n'a été créé que de façon statutaire. Comment il peut permettre à sa propre identité de critiquer un État qui est un État-nation? Eh bien, justement, il essaie de mettre en évidence que ce n'est pas vraiment les mêmes critères. En réalité, on a les mêmes critères et il faut bien se rendre compte finalement que, comme il s'agit d'un retour à l'intégrité, on n'est pas du tout dans un processus de décolonisation. D'ailleurs, l'Algérie se garde bien de dire que c'est le Maroc qui a demandé aux Nations unies de s'occuper de l'affaire. Parce que souvent, l'Algérie propose de dire « Ah, mais le Maroc ne veut pas travailler vraiment, nous, on veut trouver autre chose ». C'est faux. C'est le Maroc qui a demandé que les Nations unies travaillent sur ce principe, mais pas dans le même timing. Le processus de décolonisation, il est correct, mais par rapport à l'Espagne, pas par rapport au Maroc. Donc, en fait, sans arrêt dans l'interprétation, et justement parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, on a une interprétation algérienne du genre le Maroc tente de coloniser, mais il ne tente pas de coloniser puisque c'est son entité. En fait, le Maroc fait simplement un retour dans son intégrité territoriale et se retrouve dans une zone qui est naturellement consistante, cohérente, sans séparation, sans distinction. Et ça lui permet finalement de dire quoi? Et là, je vais retrouver un principe qui est important par rapport à ce que disait aussi Mohamed, c'est que si on est dans un cadre d'État-nation qui retrouve son intégrité, d'ailleurs c'était votre propos, même en anglais tout au départ, le problème du référendum. Alors, moi j'accepte tout à fait que ça a été proposé, on a essayé de le faire, ça ne marche pas, bon, on le voit. Mais moi, je voudrais aller un peu plus profondément. Si vraiment on est dans un cadre comme on est d'État-nation, qu'est-ce que ça veut dire un référendum qui concerne qu'uniquement une partie de la population alors qu'on est un État-nation? En fait, du point de vue logique, donc point de vue de la cohérence, ce serait l'équivalent de dire, prenons un pays où il n'y a pas de problème, et on lui dit,
il y a seulement une région qui aura le droit de faire un référendum, les autres n'auront pas le droit. Ben, tout le monde dirait, mais enfin, ce n'est pas possible, parce qu'il faut que ça soit un référendum national. Ah non, non, il n'y aurait que cette région qui aurait le droit de le faire, et cette région pourrait dire, bon, ben, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Le problème, c'est quoi? C'est que quand c'est proposé comme un modèle ici de colonisation, ça donne l'interprétation suivante, c'est que l'État colonisé a le droit de faire un référendum dans sa partie colonisée. En réalité, là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'État qui retrouve, grâce à un processus librement décidé, politiquement correct, crédible, retrouve son entité territoriale. Et donc, en fait, on se rend compte de quoi? Et même Mohamed l'a très bien dit, eh bien, c'est simple. On a des personnes qui appartiennent à l'Assemblée. C'est comme si maintenant on leur disait, ça serait bien que vous vous retiriez de l'Assemblée, que vous fassiez un référendum entre vous, et après on va voir si on va vous remettre. Alors, ce qui serait surprenant, c'est qu'ils décident de se remettre. Donc, c'est pour ça que je dis, en réalité, de façon plus profonde, puisqu'on a parlé de fondement sur le plan stratégique, comme c'est un pays qui retrouve son intégrité territoriale, et comme cette intégrité territoriale est plus importante que le principe d'autonomie en elle-même, il ne peut pas être remis en cause, eh bien, d'un seul coup, on a deux entités qui nous permettent de dire que le Maroc a eu l'esprit ouvert en disant c'est bien, s'il faut faire un référendum, qu'on le fasse, il n'y a pas de problème, voit que ça ne peut pas fonctionner, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si ça ne peut pas fonctionner, c'est que dans le fond, soit on a un problème de nature de vote, soit on a un problème de nature de votant. C'est-à-dire que qui a le droit de voter? Et là, vous l'aviez très bien dit précédemment, c'est qu'on est tous d'accord, a priori, pour faire un référendum, mais on ne sait pas qui va le faire. Alors, si on ne sait pas qui va le faire, qu'est-ce que ça veut dire être d'accord sur le référendum? Alors, en fait, on se rend compte que l'initiative marocaine, elle est plus efficace, parce que ça n'est pas dit, et je pense que ça serait bien de le dire, je m'adresse aussi aux diplomates, hein. Si vous pouviez de temps en temps dire le mot efficace, ce n'est pas grave, quoi. Alors que nous, en mathématiques, on l'a. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez une solution qui est efficace, alors qu'elle est crédible, alors qu'elle est pragmatique, c'est encore mieux, parce que si moi je vous propose une solution qui va être très bien, mais dans 100 ans, vous allez dire c'est bien ça, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Nous, on veut une solution qui soit vivante. Eh bien, cette efficacité provient du fait que comme on n'est pas dans un processus de décolonisation, en fait, on est dans un processus de justice. Et c'est comme ça que je voudrais terminer en disant qu'il ne faut pas essayer sans arrêt de répondre aux critiques du Polisario qui n'était même pas là. Il ne faut pas répondre aux critiques de l'Algérie qui essaye de dire que cette conception nuit à sa propre personne. Alors, elle veut en même temps être indépendante, mais les Nations Unies l'ont bien remis à sa place. Ils ont dit, vous ne pouvez pas être indépendant, vous êtes partie prenante. Bon, alors, elle veut être soi-disant neutre et indépendante. C'est la seule qui s'occupe du problème. Finalement, le Maroc a réussi à réintégrer, et là c'est encore pareil, ce serait drôle de dire par exemple que la réintégration du Maroc dans l'Union africaine représente quoi? Une colonisation de l'Afrique? C'est une réintégration. Donc en fait, on retrouve une intégralité territoriale au niveau de l'Afrique, donc il y a une supranation, mais en tout cas, on retrouve la même chose. Ce n'est pas d'un seul coup qu'on avait le Maroc dans un autre continent qui a décidé de se mettre avec l'Afrique. Évidemment, on sait bien que pour l'Algérie, ce serait bien si le Maroc était dans un autre continent. Mais le Maroc est en Afrique. Alors, ce que je voulais dire, pour conclure donc, c'est qu'on n'a pas l'application des critères. On ne peut pas réduire la résolution 1514 comme une résolution seule. Il faut la voir de façon évolutive avec la résolution 1541 et avec la résolution 2625 pour avoir un tronc commun qui soit cohérent et qui nous permette de dire, voilà, il y a des droits, ils sont codifiés de telle façon, mais la codification ne doit pas remettre en cause l'intégrité territoriale du pays. Voilà pour ma part. Encore merci pour cette invitation.
Merci infiniment, Monsieur Legaros, pour cette intervention. We thank you very much, Mr. Legaros, for this detailed statement and this beautiful sketch that we can all keep for maybe future use, because it's really detailed and it says everything. I would like to keep in mind the fact that you have pointed out that nation state cannot get like criticized or even asked rights by a non on paper state, which is very nice. And also the fact that Morocco has gradual independence, because also Morocco is one of the few countries around the world that has been colonized by two powers, France and Spain. And the gradual independence that you wrote very clearly started in 56, then 58, then 69, then 75, and then 78. So this gives sense 100% to what you've been saying, Mr. Legaros. Thank you very much again. And I would like to give the floor to Mrs. Clara Riveros. Clara Riveros couldn't make it with us on live stream, but she made a registration for her statement. As I said before, Clara Riveros is a political analyst and a president of a think tank, and she will be talking to us in Spanish. She will have the floor right now, and I give the APACT admin the right to broadcast her intervention. Thank you. Hola, soy Clara Riveros, politóloga colombiana, analista y consultora. Como bien saben, he estado investigando el contencioso territorial del Sahara desde hace varios años. Agradezco la invitación del Centro Africano para la Consolidación de la Paz y la Transformación de los Conflictos. Como bien saben, pues diferentes analistas han tratado, entre ellos el doctor Mikaki, que me antecedió. Autodeterminación no significa necesariamente independencia. No creo conveniente reducir la autodeterminación a la constitución por parte de una población determinada en un estado independiente. La autodeterminación tampoco ha de interpretarse como una concesión para atentar contra la integridad de los estados soberanos e independientes. Es decir, autodeterminación no significa independencia de manera excluyente, también puede ser integración o incluso asociación. Por todo esto, mantener la lectura de hace más de 6 décadas resulta extemporáneo. Esos planteamientos respondían a un contexto en el que muchos países y territorios estaban bajo la ocupación colonial. El mundo actual no es el de los años 60. Actualmente las circunstancias son diferentes y la autodeterminación hay que verla a la luz del derecho que ostenta determinada población para elegir libremente el modo de gobernanza y las cuestiones políticas, económicas y sociales que de ahí se desprenden. En un mundo globalizado e interconectado, iría a contramano de la racionalidad, de la sensatez y del sentido común pretender que todas las comunidades con unas características comunes particulares deban terminar conformando estados independientes, procediendo así a la desintegración de los estados modernos tal y como los conocemos y signando con ello una involución, pasar de sociedades abiertas, libres, modernas a estados de corte totalitario con comunidades orgánicas sin lugar al pluralismo ni a la diversidad que es la gran riqueza de nuestras sociedades. Pensemos en algo, por ejemplo, países que tienen grandes poblaciones y diferentes comunidades indígenas. Tendría sentido que en nombre de esas especificidades culturales, incluso dialectos, se desintegraran los estados que conocemos para que cada comunidad conformara su país. Esto no tiene mucho sentido ni razón de ser. Si no lo tuvo hace muchas décadas, pues no lo tiene en la actualidad. Así que el derecho a la autodeterminación no es un derecho a la secesión ni un respaldo al separatismo o a ciertas tendencias hegemónicas regionales que buscan la secesión.
En el caso del Sahara, la voluntad y el deseo de la población, de una parte de la población, se expresó una vez que se produjo la retrocesión del territorio de España a Marruecos por la vía de los acuerdos de Madrid que celebraron Marruecos, Mauritania y España. Hay que recordar que la Yema Saharaui, una institución tradicional de las tribus, se aprobó el 26 de febrero de 1976, de la cual tomó nota la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones. Desgraciadamente, la interferencia de terceros, en el caso del Sahara, la interferencia evidente de Argelia, ha sido decisiva para la pervivencia de la controversia. Este es un asunto que debería haber quedado resuelto y zanjado tras la retrocesión de España a Marruecos de esos territorios que administraba, entre ellos el Sahara, que es el territorio objeto de controversia. Pero aquí hay otro elemento a tener en consideración. ¿Puede verse el Sahara actual a través de los lentes de la década de 1970? Plantear una lectura inamovible sobre el Sahara no tiene que ver con la realidad de la población en el territorio. Los ciudadanos del Sahara eligen a sus representantes, oriundos del territorio, ejercen sus derechos, participan de la vida política en los partidos políticos del país, desarrollan sus actividades, iniciativas, emprendimientos a nivel comunitario, en asociaciones o de manera individual en conformidad con la Constitución de 2011. Las poblaciones ejercen sus derechos constitucionales. Cuando le he preguntado a las autoridades, me indican la existencia de más de 4.000 asociaciones registradas en las dos regiones del Sahara. Sin embargo, al preguntarle a un líder saharaui y gestor social como el señor Bashir Etkil, él me dijo que solo en Layún había registro de la existencia de unas 12.000 asociaciones en enero de 2018. Así como la sedentarización, la urbanización y la modernización, el acceso a bienes y servicios y el acceso al consumo supuso un radical cambio y transformación para el bienestar de las poblaciones del Sahara en cuanto a sus hábitos y condiciones de vida, quiero añadir un aspecto que valdría la pena reforzar y es la pedagogía para una cultura democrática, la formación de ciudadanía y de ciudadanos constitucionales para el conocimiento de la tolerancia, el pluralismo y las libertades individuales, para la construcción de una sociedad moderna con mentalidades que se correspondan a los desafíos que plantea el siglo XXI. Es preciso comprender que somos sujetos de derechos, por supuesto, pero también de obligaciones constitucionales. Sigo con atención la situación y la condición de las mujeres saharauis y en general de las mujeres magrebíes. Como bien saben, es un tema que me ocupa, preocupa e interesa mucho. No dejaré de hacer énfasis en esto porque todavía hay bastante por hacer para cumplir con la Constitución que consagra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De otra parte, es de señalar que las poblaciones saharianas ejercen sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Las indicaciones de los indicadores de desarrollo de la región, que eran un 6% más bajos que los de las regiones del norte de Marruecos y un 51% más bajos que la media nacional de España, hoy en día son superiores a los de otras regiones marroquíes. En el marco del nuevo modelo de desarrollo de las provincias del sur, lanzado por el rey Mohamed VI en 2015, la región del Sahara ha experimentado un significativo crecimiento y una transformación admirable. Con un presupuesto de 8.000 millones de dólares, el modelo prevé una serie de proyectos estructurales de desarrollo socioeconómico que permitirán a las provincias del sur integrarse en la economía globalizada. Llevo 5 años visitando el Sahara y hablo de lo que he visto, de la evolución y del potencial que he podido encontrar en la región. Teniendo como contexto y telón de fondo la regionalización avanzada, hay que señalar que las poblaciones saharianas participan de diferentes procesos y se ven involucradas en el desarrollo de su región a través de las instancias regionales y locales electas. La evolución y desarrollo y prosperidad del Sahara redunda positivamente en un mayor bienestar para la población. En 2015 y durante las primeras elecciones regionales registradas en la historia de Marruecos, las poblaciones de las provincias del sur participaron con una tasa cercana al 79%. Fue la tasa más alta del país. La representatividad de autoridades locales electas en las provincias del sur ha sido reconocida por el Comité de los 24 de la ONU. De hecho, el presidente de dicho comité invitó a 2 de los representantes electos locales de las provincias del sur a los trabajos del seminario regional que tuvo lugar en mayo de 2019 y a su sesión de junio en 2019 como representantes de la población del Sahara. Súmese a lo anterior que la importante modernización del Sahara, así como su estabilidad y seguridad, convierten a esta región en el polo más atractivo y estable de la franja sahelo-sahariana. Hay algo que observo con atención y con gran expectativa y es la profundización de las relaciones bilaterales y de la cooperación entre Marruecos y el continente africano,
Un proceso que ha ido afianzándose en los últimos 20 años con la mirada estratégica y la acción decidida del rey Mohamed VI. Esto quedó bastante claro para mí hace un año, cuando estando en Marrakech vi a más de 30 cancilleres africanos exaltando el buen clima de la relación bilateral con Marruecos y su consideración y afecto hacia el monarca marroquí. Todo ello ayuda a entender que la región del Sahara, que conecta el resto de Marruecos con sus raíces africanas, hoy está emergiendo como polo de desarrollo económico y social del África Occidental, brindando oportunidades para todos los ciudadanos africanos. Hoy son 13 países africanos que han abierto consulados generales en las ciudades del Sahara, en Laayoune y en Dakhla, y serán muchos más en cuestión de tiempo, algo que no sorprende, por supuesto, a quienes seguimos la evolución de todo lo relacionado con el Sahara, pero que sí genera expectativas por lo que puede significar en términos de superar la situación de excepcionalidad que reviste el asunto del Sahara. Quiero dedicar unos minutos para hablar un poco de la contraparte efectiva en el contencioso del Sahara, contraparte que es Argelia, vía el Frente Polisario, ese movimiento armado que acoge en su territorio. Según ellos, Argelia y el Frente Polisario defienden la autodeterminación de la población del Sahara, pero no dicen que es una autodeterminación a la medida de sus ambiciones e intereses, porque resulta más presentable asumir un discurso filantrópico de redención y salvación de la población antes que aceptar abiertamente que es un actor de la disputa de la soberanía con Marruecos sobre el Sahara, porque tiene considerable apetencia sobre este territorio y su papel en este contencioso territorial tiene que ver con la disputa por la hegemonía en la región del Magreb o el norte de África. Pero ¿cómo puede Argelia pretender que defiende el derecho a la autodeterminación cuando fue ella misma quien autorizó la proclamación en 1976 de una entidad virtual en su territorio denominada RAS, que no goza de ningún atributo para ser un Estado y por supuesto que no tiene reconocimiento en las Naciones Unidas? Al hacerlo, Argelia ha demostrado su voluntad de predeterminar el resultado del diferendo regional más allá de los intereses del pueblo del Sahara y de sus aspiraciones. Más tarde quisieron conseguir por la vía del referéndum y mediante un cuerpo electoral confeccionado a medida de sus objetivos aquello que no conquistaron mediante la lucha armada revolucionaria. Es decir, como dijeron las autoridades españolas tras la descolonización del Sahara, el Polisario pretendía una autodeterminación predeterminada. Para aquellos que dudan de la responsabilidad e interés de Argelia en este asunto, simplemente recordarles que el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, el 20 de noviembre de 2001, en Houston, propuso la partición de la región del Sahara, propuesta que quedó debidamente registrada en el informe del secretario general. Hay que recordar también que el Consejo de Seguridad en sus sucesivas resoluciones ha destacado y reiterado desde 2007 la seriedad y la credibilidad de la iniciativa marroquí de autonomía, en tanto insta a las partes a colaborar para alcanzar una solución basada en la avenencia y en el compromiso. Se sabe que la realización de un referéndum no es una opción realista y así terminó concediendo el Consejo de Seguridad de la ONU, que desde hace ya varios años insta sucesivamente en sus resoluciones a que las partes encuentren una solución política mutuamente aceptable, viable, duradera, realista, producto de la negociación. Negociación que, dicho sea de paso, busca entrar un tercer actor, que es el movimiento de disidentes del Frente Polisario, que se ha constituido formalmente este año y que ha tenido una gran acogida por parte de los saharauis, pero que también genera expectativa a nivel internacional. Quiero finalizar hablando un poco de la cuestión humanitaria en Tinduf, porque genera inquietud que Argelia, que dice defender el derecho a la autodeterminación y los derechos de los saharauis, permita que la población civil de los campamentos de Tinduf esté a merced de la represión y de la impunidad total de un grupo armado que la regenta sin calidad jurídica alguna. ¿Quién va a responder por los crímenes y las violaciones de derechos humanos perpetradas en territorio argelino por ese grupo subversivo? Esa es una pregunta que me han hecho varias víctimas del Frente Polisario. ¿Cuáles son los derechos y cuál es la población que dice defender Argelia cuando ha obstruido la realización de un censo a las poblaciones de los campamentos de Tinduf a pesar de los llamados del Consejo de Seguridad desde 2011? La dimensión humanitaria de Tinduf en el marco del diferendo regional del Sahara es una responsabilidad de Argelia, que no obstante ha delegado al Polisario en violación del derecho internacional humanitario. Esta es una situación excepcional que no se termina de entender desde el derecho internacional humanitario. Esta situación de ilegalidad es contraria a las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que establece la responsabilidad del Estado receptor en garantizar la protección de las poblaciones que se encuentran en su territorio. Esto es algo apenas obvio.
el Comité de Derechos Humanos, encargado de vigilar la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, citó a Argelia en 2018 al expresar su preocupación por la delegación de facto de autoridad sobre los campamentos de Tinduf al Polisario. Todo esto es contrario a las obligaciones de Argelia en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El Polisario se ampara en el control que le cedió Argelia sobre una porción del territorio argelino, donde están los campamentos y donde ese grupo subversivo reprime a la población que desafíe su legitimidad. El caso de los 3 blogueros que constituyó verdaderas detenciones arbitrarias así lo ilustra. Ellos cometieron el terrible delito de traición por haberse atrevido a criticar al Polisario y a cuestionar su legitimidad y representatividad. Es una lógica maniquea y binaria que clasifica a la población entre amigos y enemigos. Pienso aquí en la terrible situación de las mujeres que están en esos campamentos, en cómo les han destrozado la vida, en cómo viven secuestradas, sometidas a todo tipo de violencias, de matrimonios forzados y sin acceso a ningún recurso legal, incluso algunas con nacionalidad española. Pienso también en los crímenes perpetrados por los militares y agentes del Estado argelino. En estos días acabamos de ver ese episodio de incivilidad y barbarie del régimen argelino, quemar vivos a 2 saharauis, y todavía pretenden dar lecciones en materia de derechos humanos y defender los derechos de estas poblaciones. Hace poco tuve ocasión de entrevistar a una activista saharaui que reclama la independencia del Sahara y se posiciona con el Frente Polisario al subrayar que prefieren permanecer 1000 años más en los campamentos de Tinduf antes de ser una autonomía parte de Marruecos. No niego que otros piensen como ellos, pero habría que ver si la población que está en Tinduf pudiera opinar libremente y decidir si esto es lo que desean. Infiero que no es así y que es fácil mantener una posición maximalista fuera de esos campamentos. Lamentablemente, quienes reclaman la independencia y se alinean con el Frente Polisario son muy condescendientes en el tema de derechos, de democracia, de libertad, con la creencia, incluso que puede ser un poco ingenua, de que todo ello vendrá después de la independencia. Han transcurrido más de 4 décadas y no sé por qué todavía se permiten pensar con el deseo y creer ciegamente que aquello que el Polisario no ha sido capaz de hacer en casi 50 años lo haría eventualmente en el futuro. No creo en esto, en absoluto. Más bien es la constatación una vez más de que la revolución se hace para instaurar una dictadura. El Polisario instauró un régimen totalitario en una porción del territorio argelino y esto también hay que decirlo. Gracias. Thank you very much, Maria Riveros. Thank you again, and thank you again, Maria Riveros, for this intervention. And it is actually a complete one that has touched many subjects, especially what is related to the legitimacy of representativeness. When we speak about who is going to represent the Sahrawis, at least in the southern provinces of Morocco, we do know that we have a democratic election that has been mentioned in many international instances. We know also that Algeria is one of the main responsibles. Algeria is not only part of the problem, as said Mr. Degaros, but it's also the problem. Actually, it's part of the problem. She has never been like impartial as it says. The solution, as you said, Maria, can only be in the Moroccan initiative, which is being added another adjective to it from Mr. Degaros today, which is efficacy, which is not only serious, as said, but also can be effective right away. It's practical today before tomorrow. So I will give back the floor shortly to Mr. Mohamed Ahmed again. If you have any extra information or anything to add to what have been said, and afterwards I'll open the floor. If there is no intervention, then I'll just come up to the conclusion. You have the floor, Mr. Mohamed Ahmed. Thank you, Mr. Shaybat. Well, I just have one concluding remark in the name, of course, of IPECT. I would like to thank my dear friend, Professor Nika Kiligoros, for his very rich and illuminating presentation, together with my dear friend Clara Riveros, who unfortunately could not be with us live today.
for technical considerations and for her engagements elsewhere. I see the presentations that they complement each other. But coming to one conclusion that the autonomy plan of Morocco proves really consistent, but also effective, as been highlighted by Professor Liggeros. But on the other side, we see that both Algeria and the Polisario still propagate a groundless reading of international law, especially the right to self-determination. We unfortunately could not have the speech of Clara Riveros. Clear enough to see the subtitles in French, but we promise in IPEC that we'll provide the three presentations subtitled in different languages very, very soon. I would like to thank those who were watching this live streaming on our Facebook page, and we will certainly take more initiatives that try to deal with the current issues regarding peace and security in Africa. And that's all. Thank you. I would like to thank also my dear friend, Mr. Sheibata, for giving us this honor to be with us today to moderate this conference, and thank Professor Liggeros and my dear friend Clara Riveros also for their availability. Thank you. Thank you very much, Mr. Mohamed Ahmed. This is really nice of you. Professor Liggeros, do you have anything to say yet? An input, something, or shall we just call it a day? Je crois que j'en ai assez dit. Et je crois que comme on avait les 3 conférences dans les 3 langues, quand on parle de la diffusion d'un savoir marocain à l'échelle mondiale, je pense que c'est quelque chose de réussi. Donc, je voulais aussi vous remercier pour cette initiative, parce que prendre les 3 langues, dire des choses qui sont complémentaires, cohérentes et constituant un mix stratégique, nous permet de voir que des individus différents peuvent avoir une approche identique, mais pas de la même façon. Mais en tout cas, le but est certain, c'est qu'on parle bien d'un État-nation, et ça me fait plaisir que vous y étiez sensible au terme d'efficacité, parce qu'il faut aussi quand même l'utiliser de temps en temps, puisque c'est vrai. Hein. Et je pense même, pour vous faire encore plus plaisir, je pense que la propagande algérienne aurait beaucoup de mal à l'utiliser. Merci, Professor. I thank everybody of you. I thank you, Mr. Mohamed Ahmed, for this initiative. I thank Mr. Liggeros and Mrs. Maria Riveros. Of course, there will be another chance, as said Mr. President. See you in another occasion, and thank you very much for your information. Thank you.